c'est compliqué. Sciences de la vie, santé, agronomie, environnement. Voilà. Le micro fonctionne. Stop. Il nous manque la montagne. Et elle arrive. Il nous manque 2 membres du jury. Il est là-bas. Je le vois. Et puis il y a un membre du jury qui arrive. C'est bon, vous pouvez y aller. Okay. Est-ce que le micro fonctionne? Oui. Bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je m'appelle Julie Benarek et je suis attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université Blaise Pascal. Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier de me donner cette opportunité aujourd'hui de pouvoir vous présenter mes travaux de thèse et puis en même temps de me donner la chance de pouvoir peut-être aujourd'hui sensibiliser le grand public à l'importance des travaux en recherche agronomique. J'ai réalisé ma thèse dans l'unité de recherche l'UMR 1095, génétique, diversité et écophysiologie des céréales, qui est une unité de recherche INRA, Université Blaise Pascal. Et au sein de cette unité de recherche, j'ai travaillé plus précisément au sein de l'équipe rendement et adaptation du blé aux contraintes abiotiques. Alors, au sein de l'UMR 1095 GDEC, nous travaillons principalement sur le blé tendre, qui est une céréale de très grande importance économique. C'est la 3e céréale la plus produite dans le monde après le maïs et le riz, et elle représente environ un tiers des apports caloriques dans la nutrition humaine. Alors, pour la France, le blé est d'autant plus important que la France en est le 5e exportateur mondial et qu'en France, surtout, le blé représente la première production céréalière devant le maïs et l'orge. Alors, le blé est principalement produit pour ses grains et il est majoritairement utilisé dans l'alimentation humaine, principalement du fait que les farines de blé tendre, contrairement à d'autres farines, eh bien, sont panifiables. Donc, elles permettent la production de pâtes levées, donc de pain. Mais le blé est également utilisé dans l'alimentation animale et puis également à des fins industrielles et notamment pour des nouveaux marchés émergents tels que la production de bioplastique ou encore de biocarburants. Alors dans les années à venir, afin d'assurer la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale, produire plus de céréales, mais surtout, je pense, produire mieux, va être l'un des plus gros challenges que nous allons devoir relever, puisqu'en effet, les prévisions de croissance de la population mondiale, conjuguées au changement d'habitudes alimentaires dans les pays en développement, à l'augmentation des usages également non alimentaires des céréales dans les pays développés, puis également à la stagnation des surfaces agricoles à l'échelle mondiale, vont nous imposer d'ici 2050 d'envisager d'augmenter nos rendements de près de 70%, nos rendements en céréales. Et tout ceci en prenant toujours en compte de réduire l'impact environnemental de nos cultures céréalières et puis en prenant également en compte les changements climatiques à venir qui vont fortement impacter nos rendements en céréales. Donc, dans les années à venir, nous allons donc devoir créer de nouvelles variétés mieux adaptées à nos besoins futurs. Alors, créer de nouvelles espèces ou encore de nouvelles variétés, c'est ce que l'homme, en fin de compte, sait faire depuis la nuit des temps. Et le blé tendre en est un parfait exemple, puisque le blé tendre est, si je peux dire, une espèce qui a été créée de toutes pièces par l'homme à partir d'espèces sauvages, il y a environ de cela 10 000 ans, lors de la révolution néolithique, au cours de laquelle l'homme est passé d'un mode de vie basé sur la chasse et la cueillette à un mode de vie basé sur l'agriculture et l'élevage.
Alors, comme d'autres plantes cultivées ou encore espèces animales élevées qu'on connaît maintenant, c'est le cas par exemple de l'orge, de l'oignon, du bœuf, du porc ou encore de la chèvre, eh bien, le blé tendre est apparu dans l'un des plus anciens et des plus importants foyers de domestication, qui est le croissant fertile, qui va ici de l'Égypte jusqu'à l'Irak, en passant par la Syrie et le sud-est de la Turquie. Alors, au cours de cette domestication des plantes, l'homme a su obtenir à partir d'espèces sauvages des espèces mieux adaptées à ses besoins du moment et notamment alimentaires. Et ceci en sélectionnant progressivement dans une population sauvage que les individus qui présentaient les caractères les plus intéressants à ses yeux et en entretenant ces individus, en ressemant les grains uniquement de ces individus intéressants. Alors à ce moment-là, l'homme a commencé sans le savoir, en fin de compte, à faire de l'amélioration variétale. Et puis ensuite, à la fin du XIXe siècle, et puis avec la découverte de la génétique, eh bien, l'homme a alors commencé à faire de la sélection consciente. Et la sélection est alors devenue scientifique, ce qui s'est d'autant plus accentué et accéléré ces dernières années avec l'essor des biotechnologies. Alors la domestication des plantes a entraîné au sein des patrimoines génétiques des espèces concernées des modifications génétiques très importantes qui ont permis l'acquisition de nouveaux caractères morphologiques au sein de ces plantes. Alors, ce sont par exemple des caractères qui nous ont permis de faciliter la culture de ces plantes. Alors, je vous en ai mis un exemple ici. Par exemple, les plantes domestiquées actuellement sont moins ramifiées que les plantes, les espèces ancestrales sauvages. Je vous en ai mis un exemple ici avec le tournesol. Vous avez ici le tournesol actuellement cultivé et puis à gauche, son espèce ancestrale sauvage. Eh bien, le tournesol actuellement cultivé possède une seule tige avec une fleur unique de taille importante, tandis que son espèce ancestrale sauvage possède de nombreuses tiges avec de nombreuses fleurs de petite taille. Ce sont également des caractères qui nous ont permis d'améliorer l'utilisation alimentaire et industrielle de ces plantes. Alors, les plantes domestiquées, par exemple, maintenant produisent des graines qui sont plus grosses, qui sont nues, qu'on n'a plus besoin de décortiquer, ou encore qui produisent des farines de meilleure qualité technologique. Alors, les travaux de recherche actuels essayent de comprendre, en fin de compte, comment les programmes de développement des plantes sauvages ont été redirigés pour obtenir des plantes qui répondent mieux à nos besoins, et notamment alimentaires. Essaye donc d'identifier les gènes qui sont responsables de ça, qui sont responsables de l'acquisition de ces nouveaux caractères morphologiques. Alors ça, c'est très important et c'est même une des clés pour pouvoir espérer créer de nouvelles variétés maintenant, aujourd'hui, puisque maintenant on se retrouve avec des plantes cultivées qui possèdent un nombre limité de gènes contrôlant quelques caractères agronomiques intéressants. Et au cours du temps, comme ça, avec ces processus de domestication et de sélection consciente, eh bien, des gènes qui n'apparaissaient pas alors importants pour l'homme à un moment de son histoire ont été involontairement écartés et ont été perdus et des fois ne se retrouvent plus dans les espèces actuellement cultivées. Donc pouvoir identifier ces gènes comme ça, ces gènes responsables, ces gènes clés, c'est pouvoir peut-être mettre la main sur de nouvelles sources de diversité génétique et dont on pourra en utiliser le potentiel pour pouvoir l'introduire dans nos variétés élites, nos variétés cultivées actuellement. Alors au cours des 10 dernières années, quelques gènes clés comme ça, très régulateurs, ont commencé à être identifiés. C'est le cas par exemple du gène SH4 qui a été identifié en 2006 chez le riz. Eh bien, une version favorable de ce gène SH4 a été progressivement au cours du temps sélectionnée par l'homme. Et ça a permis que chez le riz cultivé, eh bien, les grains ne se détachent plus spontanément de la panicule, comme c'était le cas dans le riz sauvage, qui nous a permis de réduire considérablement la perte de nos grains à la récolte. C'est également le cas du gène FW2 qui a été identifié en 2000 chez la tomate et qui est responsable de l'augmentation de la taille du fruit au cours de la domestication de la tomate sauvage pour donner la tomate que l'on connaît actuellement.
Et puis en 2007, c'est le gène GW2 qui a été identifié chez le riz. Alors ce gène, il contrôle la largeur et le poids du grain chez le riz, et c'est un gène qui naturellement contrôle négativement ces caractères, puisque des variétés sauvages de riz qui possèdent le gène complet, le gène GW2 en entier, et qui est donc fonctionnel, ces variétés produisent des grains qui sont petits, tandis que lorsque d'autres variétés sauvages de riz qui possèdent une autre version du gène, une version du gène GW2 qui est incomplète et qui est donc non fonctionnelle, ces variétés fabriquent des grains qui sont plus gros, plus lourds. Alors, dans ce contexte scientifique, mon travail de thèse consistait à aller étudier la fonction de ce gène GW2, mais chez le blé tendre. Alors, la première chose... Ah, ça c'est embêtant. Ah non, pas ça. Là, j'ai pas de... Oh, ça coupe tout. Non, non, non. J'ai aucune commande. C'est pas le moment. Non, non, j'y arrive pas. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. J'avais fait les tests pourtant. Allez, on reprend. Donc la première chose que nous avons montrée, c'est que ce gène GW2, il était bien présent chez le blé tendre, et nous avons alors renommé ce gène TAGW2 pour GW2 chez Triticum aestivum, qui est le nom latin du blé tendre. Et alors là, la question que nous nous sommes posée, c'était de savoir si dans des variétés sauvages de blé tendre, il pouvait exister plusieurs différentes versions de ce gène TAGW2, et si ces différentes versions du gène TAGW2 dans les variétés sauvages pouvaient aller jouer sur la taille et le poids du grain chez le blé tendre. Alors pour cela, au Centre de ressources génétiques de Clermont-Ferrand, qui est hébergé au sein de notre unité de recherche, nous disposons d'une collection de plus de 10 000 variétés de blé tendre qui regroupent à la fois des variétés sauvages et puis des variétés cultivées. Alors, en regardant l'information génétique qui était portée par ce gène TAGW2 dans quelques variétés de cette collection mondiale de blé tendre, dans exactement 372 variétés, nous avons remarqué que ces variétés de blé tendre possédaient toutes le gène TAGW2, mais qu'il en existait en tout 2 versions de ce gène. Alors, les variétés possédant soit l'une ou soit l'autre des versions de ce gène TAGW2. Une version que je vais nommer dans la suite de mon exposé une version grand A, et puis une version que je nommerai dans la suite de mon exposé petit a. Alors, nous avons alors remarqué que les variétés sauvages de blé tendre qui possédaient cette version, la grand A du gène TAGW2, ces variétés fabriquaient des grains qui étaient plus gros et plus lourds que des variétés qui possédaient l'autre version du gène TAGW2. Et en plus de ça, ces variétés-là qui possédaient la version grand A du gène TAGW2, elles fabriquaient également des grains qui renfermaient plus de protéines de réserve que des variétés qui possédaient l'autre version du gène TAGW2. Donc il apparaissait donc que dans la nature, dans les variétés sauvages de blé tendre, il y avait une version
du gène TAGW2 plus favorable que l'autre pour obtenir des grains qui sont plus gros et renfermant plus de protéines de réserve. Alors, cette analyse étant basée sur une analyse statistique, il nous fallait alors le vérifier au laboratoire. Donc, pour cela, nous avons construit par génie génétique au laboratoire des plantes mutantes pour ce gène TAGW2, qui sont des plantes qui expriment beaucoup moins le gène TAGW2 que des plantes normales de blé tendre. Alors, comment nous avons construit ces plantes mutantes? Eh bien, en utilisant ce qu'on appelle la technologie antisens. Alors, comment fonctionne cette technologie antisens? Très simplement, eh bien, de base, un gène qui est contenu dans l'ADN de l'organisme, comme pour n'importe quel organisme. Là, je vous ai mis une plante, mais ça fonctionne exactement de la même manière chez un animal. Eh bien, un gène, lorsqu'il est exprimé, il va fabriquer une molécule que l'on appelle l'ARN messager, que je vous ai mentionné ici sur ce schéma par ARNM. Alors, ça va être l'expression de cette molécule en particulier qui va permettre physiquement sur la plante l'expression du caractère physique. Alors, afin de produire ces plantes mutantes, nous avons introduit dans la plante une molécule ARN messager de TAGW2, mais orientée dans l'autre sens que le sens naturel de cette molécule dans la plante. Alors, ces deux molécules sont complémentaires et lorsqu'elles se retrouvent ensemble dans la cellule, dans la plante, eh bien, elles vont être reconnues par la plante qui va alors dégrader tout ceci. La molécule naturelle ARN messager de TAGW2 va être dégradée et alors on n'aura plus d'expression du caractère physique qui est directement relié au gène TAGW2. Donc nous avons ensuite placé ces plantes mutantes dans une serre avec des plantes normales de blé tendre et nous avons alors regardé si les plantes mutantes présentaient des différences par rapport aux plantes normales. Si par exemple elles étaient plus grandes, plus petites, si elles avaient plus ou moins d'épis ou encore si les grains étaient plus petits ou plus gros. Et nous avons observé que les grains qui étaient issus des plantes mutantes étaient plus petits et beaucoup moins lourds que des plantes normales de blé tendre. Nous avons observé jusqu'à 40% de réduction de poids du grain et jusqu'à 35% de réduction de la taille finale du grain dans ces plantes mutantes. Donc avec cette expérience, nous avons donc montré que ce gène, la TAGW2, il est important pour l'établissement de la taille et du poids du grain chez le blé tendre et qu'il agit de manière positive sur ces caractères. Ce qui était assez inattendu puisque, je vous le rappelle, chez le riz, ce gène, il intervient sur les mêmes caractères mais il agit de manière négative sur ces caractères. Alors ensuite, j'ai oublié, ce travail a fait notamment l'objet d'une publication l'année dernière dans une revue scientifique internationale, c'est Journal of Experimental Botany. Alors ensuite, afin d'aller un petit peu plus loin, nous avons voulu alors savoir comment ce gène TAGW2 pouvait aller contrôler le développement du grain de blé en conditions optimales de croissance, par quel mécanisme il pouvait aller comme ça réguler la taille finale du grain de blé tendre. Donc en faisant des expériences supplémentaires au laboratoire, nous avons montré que le produit final de l'expression du gène TAGW2, c'est ce qu'on appelle une protéine, que la protéine TAGW2, elle pouvait aller réguler au sein de la cellule la vie d'autres acteurs cellulaires. Et alors ceci, en reconnaissant dans tout le pool d'acteurs au sein de la cellule, un partenaire en particulier, une cible en particulier, et en lui apposant dessus une étiquette qui va constituer un signal de dégradation pour cet acteur qui a été ciblé par la protéine TAGW2. Cette protéine est ensuite dégradée normalement par la cellule. Alors, à l'heure actuelle, chez le riz, cette protéine-là, qui pourrait être ciblée par la protéine GW2, reste encore inconnue. Donc, nous avons voulu savoir, chez le blé tendre, quel était cet acteur qui pouvait être ciblé par la protéine TAGW2. Et nos premiers résultats montrent que TAGW2 pourrait aller interagir, cibler des acteurs qui, naturellement,
contrôle le nombre de cellules dans un organe ou encore la taille des cellules au sein d'un organe. Donc TAGW2 pourrait donc contrôler la taille finale du grain en contrôlant le nombre de cellules ou encore la taille des cellules au sein de ce grain de blé. Alors en conclusion, ce travail de thèse nous a permis d'une part d'identifier un gène très important pour la taille du grain de blé tendre, c'est le gène TAGW2, et nous proposons donc que ce gène TAGW2 est une cible intéressante pour des programmes d'amélioration du rendement chez le blé tendre. Et il serait peut-être donc judicieux d'intégrer ce gène TAGW2 à des programmes de sélection futurs. Et puis en allant un petit peu plus loin, en essayant de comprendre par quel mécanisme ce gène TAGW2 contrôle la taille finale du grain de blé tendre, nous avons également identifié 2 autres gènes qui pourraient agir de concert avec TAGW2 pour contrôler la taille d'un organe, comme par exemple le grain. Ces gènes représentant également eux aussi à leur tour des cibles très intéressantes pour des programmes d'amélioration. Alors, ensuite, concrètement, comment valoriser ce travail, ces découvertes? Pour TAGW2, 2 solutions. La première des solutions, ça serait de créer des plantes de blé, cette fois-ci surexprimant ce gène TAGW2, l'exprimant beaucoup plus que la normale, donc en créant des plantes comme ça par génie génétique. Puisqu'en effet, je vous rappelle, au cours de notre étude dans les plantes mutantes, donc des plantes qui expriment beaucoup moins ce gène, en regardant ces plantes mutantes, on observe qu'on obtient des grains qui sont plus petits et moins lourds. Donc on peut espérer qu'à l'inverse, si on augmente beaucoup plus ce gène TAGW2, on pourra peut-être espérer augmenter le poids, la taille du grain et donc au final le rendement en grains du blé tendre. Mais on peut également envisager une autre alternative et donc utiliser la variabilité génétique naturelle de ce gène TAGW2, puisque je vous rappelle que nous avons montré au cours de notre étude que dans l'ensemble des variétés sauvages de blé tendre, ce gène TAGW2 existait sous 2 versions et que l'une des 2 versions était plus favorable que l'autre pour obtenir des grains plus gros, renfermant plus de protéines de réserve. Donc là, l'idée, c'est de faire rentrer cette version favorable du gène TAGW2 qui est encore présente dans des variétés sauvages mais non cultivées de blé tendre, et donc de la rentrer par croisement dans des variétés élites actuellement cultivées. Ça nous permettrait donc au final d'obtenir une variété élite de blé tendre qui possède déjà de nombreuses caractéristiques intéressantes au point de vue de l'agronomie, puis possédant en plus le caractère qui est contrôlé par TAGW2. Alors, ce travail a été financé par une bourse du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je tiens à remercier l'ensemble des membres de mon équipe au sein du GDEC et je vous remercie également pour votre attention. Je m'excuse encore. Bon, je suis sûr que vous allez avoir des questions. Monsieur Pierre Ruot de Limagrin, vous n'avez aucune question? Allez, question quand même. Petite question. Oui. Les variétés sauvages de blé tendre dans lesquelles vous avez trouvé le gène sont des variétés hexaploïdes? Des variétés, pardon? Hexaploïdes? Oui. Vous pensez aux variétés ancestrales, c'est ça? Oui, c'est dans du Triticum aestivum. Non, là c'était dans du Triticum aestivum. Oui, c'est des variétés de blé tendre. Oui. Oui. D'accord. Vous me demandez, parce que votre question appelle, est-ce que cette version favorable du gène est également présente dans les variétés ancestrales? Vous avez dit en début d'exposé que le blé avait été créé par l'homme, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de variété sauvage? Je ne vois pas pourquoi... En début d'exposé, vous avez dit que le blé était créé par l'homme. Oui. Donc, le blé a été créé par l'homme au début, mais pas par... Donc vous voulez dire des variétés anciennes? Non, je parlais de variétés sauvages. L'homme l'a créé de manière indirecte, c'est-à-dire qu'elles se sont créées naturellement par croisement, elles sont apparues et l'homme a favorisé ensuite en cultivant, c'est la nature qui a créé ces espèces sauvages. Quand je parle que l'homme a créé ces variétés, c'est vraiment un abus de langage, c'est que l'homme a ensuite
favoriser ces espèces, mais elles n'ont été créées par la nature. Je préfère ça. C'est un abus de langage, pardon. Donc elles sont vraiment sauvages. Est-ce que vous avez fait des expérimentations pour surexprimer ce gène, puisque vous avez dit qu'une valorisation potentielle serait 2, mais est-ce que vous l'avez expérimenté? Alors, oui, je peux vous répondre. Ces plantes ont été créées, mais nous n'avons pas encore regardé les caractères ensuite des grains sur ces plantes. Ça prend beaucoup de temps pour créer des plantes comme ça. Je n'ai pas eu le temps au cours de ma thèse encore de regarder le résultat, de regarder la taille des grains ou le poids des grains. Mais ça va être la prochaine étape. J'avais une question sur l'impact justement de cette sélectivité. Donc vous avez dit qu'effectivement il y avait possibilité d'avoir des grains un peu plus denses en termes de protéines, une taille plus importante, etc. Quel est l'impact après sur l'épi, sur la plante ou éventuellement à la fin sur un champ de blé? Est-ce que le facteur multiplicatif se conserve ou je dirais plus la taille du grain est importante, plus l'épi devient un peu moins, on va dire, moins dense? Ça s'appelle à deux réponses. Ouais. Oui, en général, quand on augmente, il y a des compensations au sein de la plante entre les différents caractères. C'est pas parce qu'on augmente la taille du grain que, en général, on a tendance, quand on augmente la taille du grain, il va y avoir des compensations qui vont faire qu'on aura peut-être moins de grains. Si les ressources nutritives sont exactement les mêmes pour la plante, avoir des plus gros grains va se contrebalancer avec beaucoup moins de grains sur l'épi ou des fois peut-être moins d'épis par plante. Alors, je peux déjà vous répondre avec les plantes mutantes que nous avons fait. Ces plantes mutantes ont exactement le même nombre d'épis et le même nombre de grains. Donc, c'est-à-dire qu'en ayant un même nombre d'épis, un même nombre de grains, THGW2 diminue uniquement le poids et la taille du grain. Alors, c'est pas parce qu'on voit ça quand on diminue que si on augmente, peut-être qu'on arrivera au maximum de capacité. Bien sûr, ça reste à vérifier. Autre chose, vous me demandiez dans un champ ce que ça pouvait faire. Alors là, bien sûr, ce sont uniquement des expériences en environnement contrôlé, dans une serre, et des caractères comme le rendement. Ce sont déjà des caractères qui sont soumis fortement à l'influence de l'environnement. Et des choses que nous voyons tout de suite en serre méritent vraiment d'être regardées en champ, puisque nous ne sommes pas à l'abri que des effets de l'environnement viennent contrecarrer complètement l'effet de ce gène THGW2. Et au final, mais ça reste à faire. Peut-être qu'on aura des bonnes surprises. En dehors des effets du gène sur le poids, la densité, la taille, est-ce que vous avez constaté des évolutions sur d'autres caractéristiques, comme en particulier les propriétés des farines ou des choses comme ça? Alors, nous avons regardé, par exemple, la teneur en protéines de nos plantes mutantes. Donc, il n'y a pas de variation. On s'attendait à peut-être une variation de la teneur en protéines, vu ce qu'on avait vu au départ avec la variabilité génétique naturelle et on n'a pas vu de différence en protéines. Et c'est important, c'est la teneur en protéines vraiment qui est importante pour la panification. C'est le gluten, c'est cet assemblage de protéines. Avec l'ensemble des protéines de réserve du grain, on fabrique ce qu'on appelle un réseau glutineux qui s'appelle le gluten. Et c'est ce gluten vraiment qui va permettre à la pâte de lever. Quand il va y avoir fermentation de l'amidon par des levures au moment de la fabrication de la pâte, eh bien c'est vraiment la résistance de ce gluten qui va permettre de piéger des bulles de CO2 et de permettre à la pâte de lever. Donc nous n'avons pas vu ça, mais par contre, ce que nous n'avons pas eu le temps de faire, c'est d'aller quantifier l'amidon, par exemple, de ces grains, puisque, par exemple, pour les nouveaux usages du blé, comme les productions de biocarburants, eh bien, ce sont des blés contenant plus d'amidon qui sont intéressants dans ce cas de figure. Donc du coup, peut-être que ça reste à faire. Nous n'avons pas eu le temps. Pour l'instant, nous n'avons juste regardé que les dimensions, le poids du grain, teneur en protéines. En gros, vous avez dit tout à l'heure la chose suivante. Si je veux confirmer, voire infirmer
le résultat de mes recherches en milieu confiné, il faut que je les fasse en plein champ. Vous confirmez ça? En théorie, c'est ce qu'il faudrait faire. En théorie, il faudrait pouvoir reproduire cette expérience, valider vraiment ce qu'on a fait en environnement. C'est compliqué en ce moment. Et non, mais je sais, mais justement, c'est absolument nécessaire. C'est essentiel pour... Je me permets de vous couper, pardon, mais parce que je allez-y. rebondis sur mon idée. C'est essentiel de... Ce qu'on voit en laboratoire, c'est vraiment qu'une toute petite partie de la réalité. On n'a pas l'effet du vent, l'effet des températures, l'alternance des périodes de sécheresse. C'est d'autant plus important, surtout pour ce qui va arriver dans la suite, les changements climatiques. C'est important, pour des caractères comme ça, aussi soumis aux influences de l'environnement, avoir quelque chose en serre ne nous permet pas de créer une nouvelle variété et de l'inscrire au catalogue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous remercie. Merci.